Les États-Unis dépendent de la Chine pour 95% des composants clés utilisés dans la fabrication de nos médicaments génériques. Et si un jour la Chine décidait de fermer le robinet des exportations, en quelques mois à peine, notre système de santé commencerait à s'effondrer. C'est une catastrophe annoncée. Rosemary Gibson est une experte reconnue en politique de santé et en sécurité des patients. Elle est aussi l'auteure de l'ouvrage « La dépendance des États-Unis à la Chine pour ces médicaments, un risque stratégique ». Comment ça se fait qu'on ne sache même pas que nos médicaments sont fabriqués en Chine et qu'en réalité, pendant des années, il n'y ait eu pratiquement aucune régulation? Comment est-ce qu'on a pu délocaliser la production depuis un pays avec certaines des normes les plus strictes au monde, vers des endroits où il n'y en a quasiment pas? Dans cet épisode, on s'intéresse de près à la manière dont la Chine contrôle une grande partie de la chaîne d'approvisionnement médical des États-Unis. On parle aussi du problème grandissant des médicaments contaminés et de ce que l'administration actuelle pourrait faire pour y remédier. La metformine, c'est un médicament essentiel pour les personnes diabétiques. Mais certaines versions fabriquées contiennent des niveaux de substances cancérigènes qui n'ont absolument rien à y faire. Et le pire, c'est que la FDA est au courant depuis des années, sans que rien ne bouge. Voici American Thought Leaders, je suis Yann Yekelek. Rosemary Gibson, c'est un vrai plaisir de vous recevoir dans American Thought Leaders. Yann, je suis ravie d'être de retour. Merci beaucoup de m'avoir invité. On s'était rencontrés il y a presque 5 ans, au tout début de l'épidémie de Covid. Vous alertiez déjà sur ce que cette crise révélait dans nos chaînes d'approvisionnement en composants pharmaceutiques et sur la menace que ça représentait. J'avais été choqué. Pour moi, ça a été une vraie prise de conscience. Je n'avais jamais réalisé à quel point l'Occident pouvait être vulnérable face à la Chine simplement à travers ses chaînes d'approvisionnement. Est-ce que quelque chose a changé depuis ? Je me souviens très bien de notre échange, Yann. C'était à un moment où Washington et tout le pays commençaient à se confiner. On avait parlé de mon livre qui montrait à quel point notre pays dépend de la Chine pour obtenir ce dont on a besoin pour survivre en période de pandémie. Les États-Unis dépendent de la Chine pour 95% des composants essentiels à la fabrication de nos médicaments génériques. Et si la Chine décidait un jour de bloquer ses exportations, notre système de santé commencerait à s'effondrer en quelques mois. C'est dire à quel point on est devenu dépendant. Et ce n'est pas seulement vrai pour nous. Le monde entier est concerné. L'Europe aussi, parce que la Chine contrôle l'accès aux matières premières et aux produits chimiques en amont, ceux qui sont nécessaires pour fabriquer les principes actifs, les ingrédients qui donnent aux médicaments leur efficacité. Et ce sont ces principes actifs qui deviennent ensuite les comprimés ou les flacons qu'on utilise au quotidien. Je me souviens que quelque chose comme 91% des médicaments prescrits aux États-Unis sont en fait des génériques. C'est énorme. C'est énorme. Peu importe dans quel hôpital vous vous trouvez, même dans les plus grands établissements, les plus réputés. Ce qu'ils utilisent, ce sont des médicaments génériques. Ils représentent environ 90 à 91% de tous les traitements administrés ou prescrits. Même si cela peut sembler évident pour certains de nos téléspectateurs, pourquoi est-ce un problème ? Comme je l'avais prédit dans mon livre en 2018, en cas de catastrophe naturelle, de pandémie mondiale ou d'événements géopolitiques majeurs, les États-Unis se retrouveraient à faire la queue derrière d'autres pays pour obtenir des médicaments vitaux et sauver des vies. Et c'est exactement ce qui s'est passé, parce qu'on a perdu notre base industrielle. Pendant la pandémie, on a connu un rationnement de médicaments essentiels dans ce pays. On ne l'a juste pas appelé comme ça, parce que ça aurait effrayé le public. Les médias n'ont pas utilisé ce mot. Dans l'industrie, on disait simplement « Docteur Intel, on ne pourra pas vous livrer ces médicaments aujourd'hui. Ils sont en allocation. » Ce qui veut dire, en réalité, qu'on répartit le peu qu'il reste sur certaines zones jugées prioritaires. Donc oui, on a bel et bien rationné des médicaments ici, aux États-Unis. Pourquoi ? Je vous laisse développer ce point. Parce qu'on a perdu notre base industrielle, celle qui nous permettait de fabriquer nos propres médicaments. Aujourd'hui, 90% de notre approvisionnement dépend de l'étranger. On ne sait plus produire ces médicaments nous-mêmes. On ne peut plus fabriquer d'antibiotiques de A à Z dans ce pays. Plus de pénicilline, plus d'antibiotiques pour traiter une septicémie qui peut être mortelle. Plus de quoi soigner une pneumonie ou même certaines infections sexuellement transmissibles.
On a tout délocalisé. Et ça, c'est un risque énorme pour notre sécurité nationale. Et si je peux me permettre, on a beaucoup parlé des infections virales pendant la crise Covid, mais qu'en est-il des infections bactériennes? Lors de la pandémie du début des années 1900, ce qui tuait les gens, ce n'était pas tant le virus, mais les infections bactériennes qui suivaient. Ils mouraient parce qu'on n'avait pas encore d'antibiotiques. Et souvenez-vous, en mars 2020, la Chine a déclaré que si les États-Unis ne faisaient pas ce qu'elle voulait, elle pourrait suspendre l'exportation d'antibiotiques. Réfléchissez à ce que ça veut dire. Je me souviens très bien de ce moment-là et je pensais justement à notre entretien parce que c'était exactement ce que vous aviez décrit. C'est exactement ça. On a mis en place un système parfaitement conçu pour un échec catastrophique, avec, à la clé, une perte massive de vies humaines. Il faut que ça change. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est réparable. C'est un problème qu'on a nous-mêmes créé. Il y a essentiellement deux volets dans ce problème, non? D'abord, la question de l'endroit où les médicaments sont fabriqués. On sait que beaucoup viennent d'Inde, mais on sait aussi qu'une grande partie des composants utilisés en Inde viennent de Chine. Donc, au final, c'est bien la Chine qui reste au cœur du système. C'est quelque chose que j'ai révélé dans mon livre. Et franchement, ça m'a choqué moi-même. On pense tous à l'Inde comme une grande puissance en matière de médicaments génériques. Et c'est vrai. Mais pendant la crise du Covid, le gouvernement indien a lui-même reconnu qu'il dépendait de la Chine pour 69% des composants nécessaires à son industrie pharmaceutique. Franchement, je ne vois aucun autre produit, aucune autre denrée, que ce soit le blé, le riz, le maïs, ou même une source d'énergie, pour lesquelles on accepterait une telle centralisation entre les mains d'un seul pays, peu importe lequel. C'est une catastrophe annoncée. Vous donnez ce chiffre de 95%. Pouvez-vous m'expliquer d'où il vient? D'abord, il faut bien comprendre qu'on parle ici de milliers de matières premières et de produits chimiques utilisés pour fabriquer nos médicaments, qu'ils soient génériques ou de marque. Et ce chiffre de 95%, il vient directement de personnes qui fabriquent vraiment ces médicaments, des ingénieurs pharmaceutiques, des PDG d'entreprises du secteur. Je vais vous raconter une petite histoire. En février 2020, alors que le virus commençait à se propager d'est en ouest, juste avant qu'il n'atteigne l'Amérique du Nord, je dînais avec 5 personnes extraordinaires. Ensemble, elles cumulaient 150 ans d'expérience dans la fabrication de médicaments. Pendant qu'on servait l'entrée, je leur ai posé cette question. On va avoir besoin de médicaments génériques pour soigner des patients très malades. En soins intensifs, aux urgences, selon vous, quel pourcentage des composants nécessaires à leur fabrication vient de Chine ? Autour de la table, les réponses étaient en clair, entre 90 et 95%. Ce sont des données réelles, concrètes, données par des professionnels qui chaque jour doivent s'approvisionner auprès de distributeurs. C'est leur métier, c'est comme un chef. Il sait exactement d'où viennent ces ingrédients, quels sont les meilleurs fournisseurs et de quel pays ils proviennent. Et puis, il y a ce témoignage d'un haut dirigeant européen très respecté, qui dirigeait une entreprise chargée de fournir des médicaments génériques à notre armée. Il m'a dit qu'environ 98% de nos médicaments génériques dépendent au moins d'un composant venant de Chine. Un autre cadre, un Hollandais aujourd'hui à la retraite, m'a confié que la Chine contrôle carrément le marché mondial des matières premières. Et même en Europe, on commence à s'inquiéter sérieusement de ce qui se passerait si un jour la Chine décidait de tout couper. Quand on parle de ce premier aspect, le fait que tout ça vienne de Chine, c'est presque difficile à croire que ça ait pu arriver. Et après la menace de suspension des exportations pendant la pandémie de Covid, qu'est-ce qui a changé concrètement? Est-ce qu'on s'est précipité pour rapatrier nos chaînes d'approvisionnement ici, aux États-Unis, ou chez des alliés? Est-ce qu'on a vraiment lancé une stratégie de friendshoring? Globalement, je pense que très peu de choses ont changé. Les entreprises ont leurs habitudes d'achat et leur priorité, c'est d'acheter au prix le plus bas. On pourra en reparler plus en détail parce que c'est tout un système. Mais si on ne regarde que le prix, sans prendre en compte la qualité ou la valeur réelle, on finit toujours par avoir de gros problèmes. Voilà comment le marché des antibiotiques a perdu en compétitivité. Au milieu des années 2000, la Chine a littéralement inondé le marché mondial de matières premières pour la pénicilline. Et par inonder, je veux dire qu'elle les a vendus à des prix extrêmement bas, dans le but clair d'éliminer la concurrence, américaine, européenne et même indienne. Résultat,
la Chine est devenue le principal fournisseur mondial de matières premières pour la pénicilline. Puis, une fois en position de force, elle a augmenté les prix. Et je pense que si on n'a pas encore gagné cette bataille, c'est aussi parce que la Chine, elle, a une vraie stratégie. Elle connaît parfaitement les vulnérabilités de chaque pays, de chaque région. Si elle voit qu'un pays commence à se réorganiser pour produire un médicament clé, elle peut tout à fait faire baisser les prix de ce produit en le relâchant massivement sur le marché, ce qui décourage aussitôt les fabricants occidentaux de poursuivre leurs efforts. Le problème, c'est que nous, on n'a pas de stratégie équivalente. Permettez-moi de préciser une chose. Cette stratégie n'est pas simplement commerciale. C'est une stratégie industrielle, pilotée par un gouvernement étranger, pour rester dominant dans ce secteur et s'en servir, quand ça l'arrange, comme levier de pression contre n'importe quel pays qui essaierait de défendre ses propres intérêts. La qualité, c'est l'autre grand volet du problème. J'ai visité l'usine de production de Nutramax. Ils fabriquent surtout des médicaments vétérinaires, mais aussi certains compléments, à la fois pour les animaux et pour les humains. Certains vraiment intéressants. Et ce que m'a raconté leur responsable du contrôle qualité, c'est qu'ils reçoivent parfois de grosses quantités de précurseurs ou d'ingrédients censés servir à fabriquer ces compléments. Par exemple, un lot annoncé comme étant pur à 95%, mais à l'arrivée, on découvre qu'il ne fait que 94%. Et ce qu'ils ont compris, c'est que si jamais ils acceptaient ces 94%, alors que le standard est 95%, la qualité continuerait à baisser dans les livraisons suivantes. Donc, ils ont pris une décision très claire, renvoyer tout le lot, même si ça faisait une tonne entière, peu importe la quantité, pour envoyer un message fort, notre standard c'est 95%, pas en dessous. Et ça, c'est une vraie prise de conscience. Parce qu'il y a une tendance naturelle à se dire, bon, c'est pas si grave, surtout quand ces composants viennent d'un pays qui, en plus, n'est pas forcément un allié. Une autre chose que j'avais prévue dans mon livre, c'est que la FDA finirait par perdre sa capacité à remplir sa mission, réguler efficacement le marché et garantir un approvisionnement sûr en médicaments pour les États-Unis. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Ce qui est encore plus inquiétant, c'est la vitesse à laquelle la qualité s'est détériorée depuis. Si on ne s'attaque pas à ce problème maintenant, on fonce droit dans le mur. En mars 2023, j'ai trouvé fascinant d'entendre l'ancien commissaire de la FDA, le Dr Robert Califf, témoigner devant la commission des crédits de la Chambre. C'était en pleine saison budgétaire, donc probablement l'un des moments où les responsables s'expriment avec le plus de franchise. Et je suis ce sujet depuis plus de 11 ans. Il a exprimé une profonde inquiétude concernant la capacité de l'agence à travailler avec le gouvernement chinois et les fabricants basés en Chine. Il a expliqué que la FDA s'était vue empêchée d'aller inspecter les installations sur place. Or, ces inspections sont une partie essentielle de leur travail. C'est comme ça qu'ils s'assurent qu'une usine existe vraiment, qu'elle fabrique bien ce qu'elle prétend et qu'elle respecte les bonnes pratiques de fabrication. Il a également soulevé un deuxième point, le manque total de transparence et de coopération. Par exemple, un fabricant américain est tenu de fournir une quantité importante d'informations à la FDA sur ses produits, ses processus, son contrôle qualité. Mais selon le Dr Califf, la Chine, elle, ne joue pas le jeu. Troisième point qu'il a mentionné, une initiative du Congrès. Pour une fois, une bonne idée. 10 millions de dollars ont été alloués à la FDA pour organiser ce qu'on appelle des inspections inopinées. C'est comme si des amis débarquaient chez vous sans prévenir. S'ils vous disent « On vient samedi prochain, vous allez tout ranger, nettoyer, vous préparer ». Mais s'ils arrivent à l'improviste, ils voient les choses telles qu'elles sont vraiment. C'est ce que fait la FDA ici, aux États-Unis. Elle peut arriver un matin à 8h30 dans une usine sans prévenir et rester 1 ou 2 semaines pour tout inspecter en profondeur. Ces inspections sont très rigoureuses. Elles permettent de voir la réalité du terrain. Sauf qu'en Chine, elles n'ont jamais eu lieu. La Chine les refuse tout simplement. Et même si le Congrès a financé cette initiative, même si la FDA a tenté de la mettre en œuvre, l'agence reste bloquée par les limites de la loi. Elle ne peut rien faire si un gouvernement étranger refuse de coopérer. Et surtout, si ce gouvernement refuse que l'on protège le public américain. On est donc à un tournant. Et pour couronner le tout, 4 mois plus tard, la Chine a adopté une nouvelle loi sur la sécurité nationale. Une loi anti-espionnage.
Elle stipule que tout ressortissant étranger présent sur le sol chinois peut être détenu s'il est soupçonné de transférer à l'étranger des informations jugées sensibles ou d'agir d'une manière que les autorités considèrent comme inappropriée. Mais c'est précisément ce que fait un inspecteur de la FDA. Imaginez, vous êtes fonctionnaire fédéral, vous traversez le monde pour inspecter une usine, vous voyez des irrégularités, vous rédigez un rapport, vous le remettez à l'entreprise. Et si ce rapport ne leur plaît pas, s'il entraîne une lettre d'avertissement ou même l'interdiction de vendre un produit, ça peut représenter des pertes financières énormes. Quelle serait votre position en tant qu'employé dans cette situation? C'est extrêmement délicat. Et ce n'est pas que les États-Unis qui s'en rendent compte. La presse spécialisée allemande a publié un article très direct, dans lequel elle explique que leurs propres autorités de régulation, l'équivalent de la FDA, hésitent désormais à envoyer des inspecteurs en Chine, parce qu'ils ont peur d'être arrêtés. Même l'industrie pharmaceutique elle-même le reconnaît aujourd'hui. C'est un énorme problème. Ce que ça signifie concrètement, c'est que ces inspecteurs ne peuvent plus y aller. Et donc, on ne peut pas certifier que les usines respectent nos normes de qualité. Sans certification, on ne peut pas vendre les produits issus de ces installations, par exemple en Allemagne. Et il ne fait aucun doute que la même chose se produit ici, aux États-Unis. Si la FDA ne peut pas inspecter les sites, si elle ne peut plus jouer son rôle de régulateur, alors on n'a plus rien. Cela ne devrait-il pas signifier que le produit ne peut pas entrer sur notre territoire? C'est exactement ça. Alors maintenant, il faut se poser la vraie question. Comment ces produits arrivent-ils jusqu'à nous? Comment entrent-ils sur notre marché? En fait, il y a 6 entreprises américaines qui, à elles seules, fournissent 90% des médicaments génériques qu'on trouve dans les hôpitaux et les pharmacies. Et ce qu'elles font, c'est qu'elles parcourent le monde à la recherche du prix le plus bas. Elles comptent sur la FDA pour couvrir leurs arrières. Leur raisonnement, c'est « si la FDA autorise l'importation, alors tout va bien. On est couvert. » Même si l'usine d'origine n'a pas été inspectée depuis des années, elles peuvent toujours dire « la FDA a donné son feu vert, donc c'est acceptable. » La FDA ne les a pas bloqués. C'est très difficile de bloquer une entreprise de manière préventive. Ça demande énormément d'efforts, de ressources. Et si on faisait ça pour tous les médicaments de qualité inférieure qui entrent dans le pays, on se retrouverait avec des pénuries massives. Donc ces entreprises arrivent à faire entrer leurs produits simplement parce qu'elles ne regardent qu'une chose, le prix. Je vais vous donner un exemple très concret de ce que ça donne sur le terrain. Il y a quelques années, un PDG très intègre d'une entreprise de générique basée dans le Midwest racontait qu'un représentant d'une grande société de sourcing lui avait dit « On achètera votre produit, mais voilà le prix qu'on est prêt à payer. » Ce qu'il faut savoir, c'est que cette entreprise n'avait jamais eu de rappel de produit, jamais reçu de lettre d'avertissement de la FDA, jamais eu d'inspection négative. Et le PDG a répondu simplement « Désolé, mais à ce prix-là, je ne peux pas produire un médicament de qualité. Ce n'est pas possible. » Et c'est là qu'on voit comment on a perdu notre base industrielle. Parce que cette société de sourcing, au lieu de travailler avec lui, a signé avec un autre fabricant, situé à l'étranger, qui lui avait eu plusieurs rappels de produits et reçu des lettres de la FDA signalant de graves violations des règles, des normes et même de la loi. Et pourtant, c'est avec ce fabricant-là qu'ils ont choisi de faire affaire. En clair, aujourd'hui, il n'y a plus aucune incitation à produire de la qualité ou à offrir une vraie valeur ajoutée. Ce qui compte, c'est uniquement le prix. Et ça ne date pas d'hier. J'ai suivi la presse professionnelle pendant des années, Jen, et à un moment, ils utilisaient même l'expression « Hammer Time » pour parler des fabricants de génériques. Littéralement, on leur tapait dessus pour faire baisser les prix. Mais à force de taper trop fort, tout finit par casser. Et c'est exactement ce qui s'est passé. La qualité s'est effondrée. Notre base industrielle est cassée. Et la confiance entre les médecins et les patients aussi. Les gens le sentent. Ils constatent que certains de leurs médicaments génériques ne fonctionnent plus comme avant. Je pense qu'on a là une vraie opportunité de repartir sur de meilleures bases. Et j'aimerais qu'on en parle ensemble. Mais avant d'en venir là, vous avez mentionné des médicaments de qualité inférieure. Comment sait-on vraiment qu'ils le sont? Je m'intéresse depuis un certain temps à l'idée de tests indépendants sur les médicaments génériques. Et je vais vous expliquer comment ça a commencé. J'avais été invitée à la Cleveland Clinic
pour donner une conférence médicale pour comprendre pourquoi un médicament contre l'hypertension très largement utilisé contenait des niveaux alarmants de substances cancérigènes. Ce scandale avait provoqué un vaste rappel de l'eau aux États-Unis. Et franchement, que vous soyez à la Cour suprême, à la Maison-Blanche ou au Congrès, il y a de fortes chances que vous preniez ou ayez pris du valsartan ou un médicament similaire. Après ma conférence, à l'invitation d'un excellent cardiologue, on est allé dans son bureau. Et là, j'ai remarqué, sur une étagère, une dizaine, peut-être une quinzaine de flacons de médicaments. Vous savez, ces flacons orange avec un bouchon blanc qu'on reçoit en pharmacie. Ça m'a intriguée. Alors je lui ai demandé, « Docteur, qu'est-ce que c'est ?» Il m'a répondu, « Je veux les faire tester. » Je lui ai demandé pourquoi. Et il m'a dit « Parce que je pense qu'ils ne fonctionnent pas correctement. » Ce médecin, avec ses collègues, s'occupe de patients atteints de maladies cardiaques. Certains d'entre eux ont même subi des greffes d'organes. Et ce qu'ils ont constaté, c'est que des patients transplantés, imaginez, on vous enlève un cœur et on vous en greffe un autre. C'est une opération qui change une vie. Rentraient chez eux, allaient à la pharmacie pour renouveler leurs médicaments. Et quelque chose n'allait pas. Leur état se dégradait. Les médecins ont commencé à se poser des questions. Est-ce qu'il y aurait un problème avec les médicaments génériques qu'on trouve en pharmacie ? Alors, ils ont fait appel à un laboratoire indépendant pour tester les médicaments. Les résultats ont été publiés dans une revue médicale réputée, The Journal of Heart and Lung Transplantation. Ce qu'ils ont découvert, c'est que certains de ces médicaments ne se dissolvaient pas correctement dans le corps, ce qui remet sérieusement en question leur efficacité et leur capacité à protéger des patients pour qui ils sont littéralement vitaux. Techniquement, ça veut dire que si vous prenez un médicament censé libérer son principe actif sur 8 heures, mais qu'il se dissout mal, votre corps peut en absorber 40 ou 50% en seulement 1 heure et demie ou 2, et ensuite, plus rien. Ce qui veut dire qu'un patient transplanté n'est plus protégé pendant les 6 heures suivantes. Et ça, c'est dangereux. Alors les médecins ont appelé la FDA. Ils leur ont dit « Est-ce que vous avez vu ces données ? Nous sommes très inquiets. » Et ils pensaient que ça allait provoquer un électrochoc, que quelque chose allait bouger. Mais à leurs yeux, rien ne s'est passé. Au sein de la FDA, il ne s'est rien passé. À notre connaissance, la FDA n'a rien fait. Quelques années plus tard, j'ai rencontré un scientifique très compétent, quelqu'un de vraiment dévoué, sincère, qui avait travaillé plusieurs années au sein de la FDA. Il m'a dit « Laissez-moi vous montrer quelques diapositives. » L'une d'elles portait justement sur ce même médicament, le tacrolimus. Et il m'a expliqué qu'on avait déjà identifié exactement le même problème. 7 ans plus tôt, en 2014. Le médicament ne se dissolvait pas correctement. Donc non, ce ne sont pas des problèmes inconnus. Pour être clair, il ne s'agit pas de dire que tout un médicament ne fonctionne pas. Le problème, c'est que certains lots sont défectueux, pas tous. Et ça, en réalité, c'est beaucoup plus difficile à repérer. Beaucoup de gens savent que, quand on reçoit un médicament générique, il peut venir de différents fabricants et qu'on peut changer de version d'un mois à l'autre. Le problème, c'est que certaines versions génériques de ce médicament semblaient ne pas fonctionner correctement. Environ 2 d'entre elles ont été testées. Et les résultats ont révélé des anomalies. Il est donc tout à fait possible que certains lots soient défectueux. Mais dans ce cas, c'est bien un problème lié aux fabricants. Exactement. Et la FDA est parfaitement au courant. Comme vous le savez, le département de la Défense, le DoD, a lancé un programme pilote pour tester certains médicaments génériques. Et devinez quoi ? Les mêmes problèmes persistent, notamment avec ce médicament. Dans ce programme, un médicament crucial pour les personnes diabétiques, la metformine, a été testé. Et certaines versions fabriquées contiennent encore des niveaux de substances cancérigènes qui ne devraient absolument pas s'y trouver. Encore une fois, ce n'est pas nouveau. La FDA le sait depuis des années, mais rien ne change. À ce stade, je pense qu'il est temps de regarder de près les entreprises qui importent ces médicaments et les mettent sur le marché américain, et de se poser une vraie question. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Je suis de très près ce que le secrétaire Kennedy entreprend dans l'industrie alimentaire. Et je me demande, que se passerait-il si on rassemblait les 6 grandes entreprises qui dominent le marché des génériques et qu'on leur disait simplement « Écoutez, il y a un vrai problème de qualité. Ce qu'il faut, c'est une transparence radicale sur la fabrication de ces médicaments. Qu'est-ce qu'ils contiennent, vraiment ? Comment sont-ils produits ? Il nous faut de la science rigoureuse, menée par des chercheurs, indépendants, éthiques, au service de l'intérêt public. Et ensuite, il faut laisser les résultats parler d'eux-mêmes.
Je repense à mon enfance quand je lisais Consumer Reports. Je m'asseyais sur le fauteuil de mon père, à côté du porte-revues, et je regardais les petits points rouges et noirs pour noter les grille-pains ou les machines à laver. Ces tests guidaient les consommateurs, mais ils amélioraient aussi la qualité globale du marché. C'est ce genre de transparence qu'il nous faut aujourd'hui dans le secteur pharmaceutique. Et réfléchissons à ça une minute. Pourquoi le département de la Défense ressent-il le besoin de faire ses propres tests sur les médicaments ? Ce n'est pas rien. Et ils ne sont pas les seuls. Il y a quelques années, Kaiser Health Plan a été le premier à initier ce genre d'initiative, et je les en félicite. Ils exigent que certaines entreprises testent leurs génériques avant de pouvoir leur vendre quoi que ce soit. Ça montre bien qu'ils savent qu'il y a un vrai problème. Alors, comment élargir cette dynamique ? Il faut davantage de tests indépendants, c'est évident. Mais on ne résoudra pas tout avec ça. Ce dont on a vraiment besoin, c'est de relancer une production nationale. Il faut recommencer à fabriquer ici les médicaments finis, les principes actifs, et même certains matériaux de base. Il faut bien commencer quelque part pour reconstruire cette base industrielle. Parce que si on ne le fait pas maintenant, comme vous l'avez dit, on risque d'atteindre un point de non-retour. Et j'ai bien peur qu'on s'en approche dangereusement. Mais je reste optimiste. Je crois qu'avec le leadership qu'on voit émerger en ce moment, on a une vraie chance d'inverser la tendance. Ce programme de test du département de la Défense est en cours depuis un moment. Quels sont les premiers résultats ? Pour la metformine, un médicament très courant contre le diabète, certaines versions contiennent des niveaux de substances cancérigènes qu'on ne devrait jamais y trouver. D'autres, heureusement, sont parfaitement conformes. Autre cas, pour un médicament vital pour les greffes cardiaques ou rénales, là encore, certains lots présentent des problèmes de dissolution, ce qui veut dire qu'ils ne fonctionnent peut-être pas correctement chez tous les patients. Ce sont des premières constatations, mais elles confirment ce que beaucoup observent déjà sur le terrain. Et Yann, il y a un point essentiel ici. Certains s'opposent aux tests indépendants ou à la relocalisation de la production en disant que ce serait trop cher. Mais en réalité, il n'y a aucun lien entre le prix et la qualité. Le département de la Défense peut très bien payer plus cher pour un médicament que personne ne voudrait prendre, alors qu'un médicament de bien meilleure qualité, lui, peut coûter moins cher. Le prix ne garantit absolument rien. J'ai discuté avec un dirigeant pharmaceutique très respecté. Il devait renouveler une ordonnance pour un médicament contre l'hypertension, pour 3 mois. Prix payé, $157,50. Puis, il m'a demandé, « À votre avis, combien a touché le fabricant ?» J'ai tenté « $20 ?» Il m'a répondu « Non, un seul dollar. » Les $156,50 restants, où vont-ils ? Il faudrait presque une sorte de ministère de l'efficacité gouvernementale pour comprendre où va cet argent. Mais sincèrement, je ne pense pas que ce soit hors de portée d'avoir des médicaments de qualité, y compris fabriqués aux États-Unis, à des prix raisonnables. Et puis, posons-nous la vraie question. Quel est le prix de la qualité ? Le prix de la sécurité, du comprimé que vous avalez tous les jours ? Si ce comprimé est défectueux, des gens peuvent en mourir. Je pense à ce médecin formé à Johns Hopkins, qui s'est présenté un soir aux urgences de la Mayo Clinic. Il avait un problème bénin, qu'il avait lui-même identifié. Il était en bonne santé, dans la quarantaine. Les médecins lui ont proposé de passer la nuit pour faire des examens le lendemain. Il a accepté. Moins de 24 heures plus tard, il était en défaillance multiviscérale. Les médecins ne comprenaient pas. Quelques jours plus tard, on lui a retiré le cœur, branché à une machine. Et 3 ou 4 mois plus tard, il est mort, dans des conditions atroces. Une procédure judiciaire, impliquant des centaines de cas similaires, a révélé la cause. Un anticoagulant contaminé. Le principe actif venait de Chine. Il avait été remplacé par un substitut frauduleux, sophistiqué, un faux ingrédient, dangereux à haute dose. Ce substitut était même breveté en Chine. Il avait échappé à tous les tests. Cette affaire montre 2 choses. D'abord, les conséquences peuvent être dramatiques quand les médicaments sont mal fabriqués. Ensuite, les tests ont leurs limites. Ce qu'il faut, au fond, ce sont des fabricants dignes de confiance. Des gens éthiques, dans des lieux où la FDA peut faire son travail et vraiment protéger le public. Et d'ailleurs, c'est sous la présidence de John F. Kennedy que les grands amendements à la loi sur les aliments, médicaments et cosmétiques ont été adoptés. Ces règles posèrent les bases de la régulation moderne de la FDA. Les médicaments doivent être purs, sans contaminants, efficaces et contenir la bonne dose. C'est la loi. Mais depuis la mondialisation, tout ça s'est effondré. Et je ne pense pas qu'on puisse jeter la faute sur la FDA, qui tente de réguler une chaîne d'approvisionnement mondiale immense. Des génériques sont produits en Afrique du Sud, en Inde, en Chine, un peu partout. C'est une mission quasi impossible. Il faut donc trouver une meilleure façon de faire. Et je pense qu'on peut déjà commencer par changer notre façon d'acheter ces médicaments, en exigeant des comptes,
en imposant des critères de qualité et en arrêtant de laisser certaines entreprises se cacher derrière la FDA pour éviter leurs responsabilités. Parlons un instant de cet anticoagulant. Qu'est-ce qui a poussé à introduire un composant frauduleux dans la chaîne de production? Oui, en fait, tout part d'une pénurie de la vraie matière première. Cet anticoagulant est fabriqué à partir de composés issus du porc, et la Chine possède l'un des plus grands cheptels porcins au monde. Mais à ce moment-là, une épidémie a frappé les élevages, ce qui a entraîné une chute de la production. Ils n'avaient tout simplement plus assez de matière première pour répondre à la demande. Alors, ils ont utilisé ce substitut frauduleux. Et normalement, si vous êtes une entreprise légitime, la première chose à faire dans ce genre de cas, c'est de prévenir la FDA. Et la FDA vous demandera tout de suite. Comment savez-vous que ce nouveau composant est sûr? Il faut qu'il soit rigoureusement testé avant d'être utilisé dans un médicament fini. Donc oui, cette fraude était née d'une pénurie, mais ce n'est absolument pas la manière de gérer une situation comme celle-là. Qu'est-ce que vous entendez exactement par sophistiqué? C'était une fraude extrêmement bien pensée. Si vous testiez ce substitut avec les méthodes disponibles à l'époque, les analyses ne le détectaient tout simplement pas. Il passait sous le radar parce qu'il était tellement différent sur le plan chimique que les tests standards ne pouvaient pas l'identifier. C'était suffisamment sophistiqué pour que le gouvernement chinois aille jusqu'à le breveter. Ils avaient clairement l'intention de l'utiliser. Ce n'était pas un accident. Ce n'était pas l'œuvre de petits fraudeurs isolés dans un coin d'usine. Mais pensait-il que cela fonctionnerait? Difficile de savoir ce qu'ils avaient en tête. Il y avait là des esprits entreprenants, et c'est bien d'avoir des esprits entreprenants. Mais encore faut-il les orienter vers quelque chose qui serve l'humanité. Encore une fois, c'est un cas où seule une partie de l'approvisionnement était concernée par cette substance falsifiée. Exactement. Les niveaux de cette substance variaient d'un lot à l'autre. Certains en contenaient plus que d'autres. Du coup, c'est très difficile à repérer avec précision et encore plus compliqué à tracer dans toute la chaîne d'approvisionnement. Le Parti communiste chinois parle lui-même d'une guerre du peuple contre l'Amérique. Et quand on sait que 80 à 98% des composants de nos médicaments viennent de Chine, on comprend à quel point c'est un levier d'attaque extrêmement puissant. Si quelque chose de nocif était introduit dans cette chaîne d'approvisionnement, il pourrait se passer un long moment avant que quelqu'un ne réalise qu'on est en train d'être attaqué. C'est exactement ça. Ce qu'on observe avec le fentanyl illégal, c'est une forme de manipulation chimique. Des médicaments contrefaits contenant du fentanyl, fabriqués de manière si sophistiquée qu'ils sont très difficiles à détecter. Ce qui m'inquiète profondément, c'est le risque d'une convergence entre le marché illégal et la chaîne d'approvisionnement légale des médicaments fabriqués en Chine. Qu'est-ce que ça veut dire? Que les mêmes techniques utilisées dans le marché illégal et qui tuent des gens pourraient un jour être reprises par des acteurs mal intentionnés, déterminés à nuire à l'Amérique. Il suffirait d'introduire une substance nocive dans seulement 2% ou 5% des médicaments génériques les plus prescrits dans le pays. C'est un constat très inquiétant. Vous expliquez qu'il n'y a pas de contrôle aléatoire digne de ce nom et que ceux qui pourraient en faire craignent tout simplement d'être arrêtés. Alors, pour éviter les ennuis, ils sont poussés à donner leur feu vert sans faire de vagues. Et pendant ce temps, entre 80 et 98% des composants de nos médicaments viennent de Chine. Certains de ces composants pourraient très bien être introduits avec des intentions malveillantes, comme le fentanyl, que le régime chinois considère littéralement comme une arme de guerre. Ce n'est pas juste un problème commercial. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et pour la première fois, je vais le dire aussi clairement que possible. Je pense que nous allons bientôt assister à des actes malveillants dans notre propre chaîne d'approvisionnement légale en médicaments. Et ce seront des actions extrêmement difficiles à détecter. On pourrait mettre à terre les États-Unis sans tirer une seule balle. Pas besoin de missiles ou de drones. Il suffirait de rendre les gens malades en silence, tout en laissant les infrastructures intactes. Et si on ne corrige pas ça maintenant, alors qu'on peut le faire, si on en a la volonté,
Eh bien, je pense que c'est exactement là qu'on se dirige. C'est en quelque sorte le crime parfait. On peut blesser, affaiblir, voire tuer, sans que personne ne s'en rende compte. Parce que comment le prouver ? Comment détecter une attaque quand on introduit discrètement des substances chimiques dans des médicaments pris par des personnes déjà malades avec des pathologies chroniques ? La chaîne de production est incroyablement complexe, avec une multitude de fabricants impliqués à chaque étape. C'est vrai. Et vous savez comment la contamination de l'héparine a été découverte ? Pas par la FDA, mais une infirmière, dans une unité de dialyse pédiatrique d'un hôpital à Saint-Louis. 2 enfants ont reçu de l'héparine pendant leur dialyse et ont eu de graves réactions. Ils ont survécu, heureusement, mais les cas ont continué à se multiplier dans les semaines suivantes, malgré toutes les précautions. Alors les équipes sur place se sont demandé, est-ce que c'est l'eau, l'air ? Et c'est à ce moment-là que le CDC et la FDA ont été alertés. Mais le tout premier signal est venu du terrain, de ceux qui sont au chevet des patients. Aujourd'hui encore, on retrouve des substances cancérigènes dans certains médicaments contre l'hypertension. Les rappels dont je parlais en 2018, qui sont tombés 3 mois après la sortie de mon livre, arrivaient après 6 ans de circulation de ces médicaments contaminés. Et là encore, ce n'est pas la FDA, mais une entreprise privée qui a obtenu et transmis l'info. Nous avons un retard immense en matière de protection de notre chaîne d'approvisionnement en médicaments. Et aujourd'hui, elle reste une cible ouverte pour quiconque voudrait nous attaquer. Pour revenir au test du département de la Défense, les premiers résultats montrent qu'environ 10% des médicaments testés étaient de qualité inférieure. Voilà ce qui a été testé. Plusieurs médicaments génériques, chacun provenant de différents fabricants, comme on l'a expliqué plus tôt. Donc on a analysé des produits venant de multiples laboratoires. Imaginez que vous testiez 5 médicaments génériques, chacun fabriqué par 10 laboratoires différents. Ça fait 50 produits à examiner. Et pour chaque produit, plusieurs lots sont testés. Résultat, environ 10% de ces médicaments sont de mauvaise qualité. Ils contiennent des contaminants et ils ne fonctionnent pas correctement. J'ai commencé à parler de défauts de fabrication. La FDA, elle, utilise le terme adultération, parce que selon la loi, un médicament doit être pur, efficace et répondre à certains critères très clairs. Mais adultération, ce n'est pas un mot que le public comprend facilement, alors que si on parle en termes industriels, 10% de défauts, ce sont des défauts de fabrication, selon moi. J'ai même vérifié ce que signifie un défaut de fabrication dans d'autres industries. 10%, c'est inimaginable. Imaginez si l'industrie automobile ou électronique fonctionnait avec un taux de défaut de 10%. Ou pire, si 10% des pièces d'un avion étaient défectueuses, ce serait tout simplement impensable. Pour être juste, ces produits ne viennent pas tous d'un seul pays. Ils viennent de plusieurs régions du monde. Mais ce niveau de défaut est totalement hors de contrôle. Et il faut absolument commencer à corriger ça. Si on laisse faire, ça ne va faire qu'empirer. On passera à 12%, puis à 15%. Et à ce stade, on aura dépassé le point de non-retour. Les gens ne sauront même plus ce qu'ils peuvent encore prendre en toute confiance. Si je peux me permettre, 10%, ça me paraît énorme. C'est énorme. On parle de médicaments que des gens prennent tous les jours. C'est scandaleux. Je vais vous donner une analogie. Imaginez que vous deviez changer les pneus de votre voiture. Vous allez chez Costco. Vous n'imaginez pas que 10% des pneus qu'on y installe pourraient être défectueux. Imaginez ce que ça donnerait à 100 km/h sur l'autoroute. Ce serait un carnage. Et les avocats s'en chargeraient immédiatement. Costco ne laisserait jamais passer ça. Le marché corrigerait l'erreur très vite, parce qu'il y a une exigence de rigueur. Mais aujourd'hui, cette rigueur n'existe pas pour les médicaments. C'est pour ça que je me suis vraiment penchée sur ces 6 grandes entreprises qui assurent à elles seules l'approvisionnement de 90% de nos médicaments génériques, sur un marché qui pèse 100 milliards de dollars. On ne peut plus continuer à chercher uniquement le prix le plus bas. Ces entreprises doivent désormais assumer la responsabilité de ce qu'elles vendent. Elles ne peuvent plus se cacher derrière la FDA. Il est temps d'exiger une transparence radicale, fondée sur des données. Si certains médicaments ne fonctionnent pas, on doit pouvoir retracer l'origine. Qui les a achetés? Chez quel fabricant? Ces entreprises devraient déjà le savoir. Peut-être qu'elles font quelque chose.
et je l'espère sincèrement. Mais c'est exactement le genre de discussion que j'imagine dans une réunion avec les 6 PDG concernés et les responsables du ministère de la Santé. Et cette fois, pas de lamentation. Ils aiment tous se renvoyer la balle. Mais si vous êtes en charge de l'approvisionnement et qu'il y a 10% de défauts de fabrication, alors oui, c'est votre responsabilité. La seule question qui compte, c'est qu'est-ce qu'on peut faire, concrètement, pour vous aider à régler ce problème. Mais alors, pourquoi ne pas créer de la concurrence? Est-ce que ces 6 entreprises travaillent ensemble d'une manière ou d'une autre? Je ne comprends pas. Pourquoi est-ce qu'aucune d'elles ne chercherait à se démarquer en proposant un produit 100% fiable? Je pense qu'il nous faut un vrai électrochoc. Vous vous souvenez de Ralph Nader, qui s'était battu pour la sécurité automobile? À l'époque, il y avait la Ford Pinto, une voiture dangereuse qui n'aurait jamais dû être mise sur le marché. Il expliquait que le problème venait de défauts intégrés dès la conception. Et il avait entièrement raison. L'industrie le détestait pour ça. Mais ensuite, Lee Iacocca, chez Chrysler, a eu cette idée. Et si on faisait de la sécurité un avantage concurrentiel? Et c'est comme ça que tout a commencé. Il n'a pas fallu une avalanche de nouvelles réglementations. La sécurité a devenu un argument de vente, un critère que les consommateurs réclamaient. Mais tout est parti d'un scandale et d'une loi imposant les ceintures de sécurité et d'autres dispositifs de base. Et je crois qu'on est exactement dans le même genre de moment aujourd'hui. Il faut commencer par reconnaître qu'il y a un vrai problème et le faire sans provoquer de panique. Imaginez, vous êtes sur un brancard prêt à être opéré, ou vous avez une infection qui peut virer à la septicémie. Vous avez peur, parce que, oui, ça peut être mortel. On ne veut pas effrayer la population, mais en faire assez pour faire comprendre qu'il faut réparer notre système. Et je pense qu'on a une vraie opportunité de le faire maintenant, en s'inspirant de ce qui est en train de bouger du côté de l'industrie alimentaire. Je vais vous dire quelque chose. J'étais sur X et je suis une maman dont l'enfant a reçu une greffe. Elle a posté un message en disant que beaucoup de mères s'inquiètent à propos d'un médicament anti-rejet. Je lui ai répondu « Vous parlez du tacrolimus, celui qui pose problème depuis des années ?» Elle m'a dit oui. Donc, on parle bien d'un problème qui affecte réellement les gens. Et je crois vraiment qu'on peut changer ça. Le vrai enjeu, c'est de rendre l'Amérique en bonne santé à nouveau. Si vous pouvez éviter les médicaments, tant mieux. Mangeons mieux, bougeons plus. Mais si vous devez en prendre, alors ils doivent être sûrs. C'est le minimum, parce que des vies en dépendent. Donc, il y a cette première dimension qui est la qualité. Et si on s'attaque à ce problème, on commence aussi à résoudre la deuxième, non? Parce que améliorer la qualité, ça implique une relocalisation. Absolument. Ça suppose aussi de mettre en place des tests vraiment rigoureux. Et vous allez devoir m'expliquer comment. Il faut aussi s'assurer que les scientifiques qui mènent ces tests sont eux-mêmes éthiques, compétents et rigoureux. Parce qu'on ne peut pas l'ignorer, depuis l'épidémie de Covid, la confiance du public envers les scientifiques et les médecins a sérieusement chuté. Oui, on doit absolument retrouver la confiance dans la science. Et pour ça, il nous faut des personnes éthiques, prêtes à expliquer leurs données, leurs méthodes, à répondre aux questions. Il faut créer une vraie communauté de pratiques, responsable, indépendante et surtout non financée par l'industrie. Il faut bien commencer quelque part. C'est un processus vivant. Au départ, on lance une mission. Puis, avec le temps, ça peut devenir un business. Et parfois, malheureusement, ça dérive. Ça se transforme en système corrompu. On l'a vu ailleurs. Mais au moins, lançons quelque chose avec un historique. Et si un organisme de test indépendant identifie un problème, que l'entreprise concernée le reconnaît et prend des mesures pour y remédier. Pour moi, c'est un excellent signe. C'est ça qu'on veut voir, une amélioration réelle de la qualité des produits. Et si les gens sont intelligents, ils comprendront que c'est le bon chemin à prendre. Ça permettra aussi d'écarter ceux que j'appelle les ramasse-miettes, ceux-là même qui refusent les règles. Parmi ces milliers de composants utilisés pour fabriquer nos médicaments et qui, pour beaucoup, viennent de la Chine communiste, certains pourraient être produits ici, aux États-Unis, presque immédiatement. D'autres demanderaient plus de temps pour relancer une chaîne de production. Mais est-ce que quelqu'un se penche vraiment sérieusement sur cette question ? Certaines personnes commencent à réfléchir à ce que nous devrions produire ici,
aux États-Unis, notamment les matières premières clés, les substances chimiques de base. Mais à mon avis, la première étape, c'est de créer une vraie demande pour des médicaments finis et surtout pour des principes actifs, les API, fabriqués localement. Parce que les API, c'est le cœur même du médicament. C'est là qu'il faut commencer. Et ensuite, on se demandera comment produire davantage chez nous. Dès qu'on sera capable de fabriquer plus de principes actifs sur le sol américain, c'est à ce moment-là que la conversation deviendra plus simple. Pour un produit de mauvaise qualité, cela semble évident. Ce sera vraiment intéressant de voir comment tout ça évolue et quel impact concret ça pourra avoir sur le marché. Rien que ce qu'on observe jusqu'ici, c'est déjà très instructif. Vous savez, l'industrie pharmaceutique a toujours été très opposée aux droits de douane, surtout quand il s'agit de la Chine. Donc on verra bien comment ça se passe. L'un des sujets qu'on aborde souvent dans cette émission, c'est celui des conflits d'intérêts et des problèmes qu'ils posent. Alors, si vous me le permettez, est-ce que vous pourriez nous dire s'il y en a de votre côté? Et peut-être aussi nous parler un peu de votre parcours et de ce qui vous a amené à vous intéresser à ce sujet en particulier. Tout a commencé pour moi il y a plus de 20 ans. Le tout premier livre que j'ai écrit portait sur les erreurs médicales. Il faisait suite à un rapport marquant de l'Institut de médecine, à l'époque rattaché à l'Académie nationale des sciences, qui affirmait que 98 000 personnes mouraient chaque année aux États-Unis à cause d'erreurs médicales. J'ai vu ce chiffre et je me suis dit, il faut raconter l'histoire derrière les statistiques. Mon livre, Wall of Silence, donnait un visage humain à ces chiffres. Il relatait les témoignages de patients victimes d'erreurs, mais aussi ceux de médecins et d'infirmiers. Le but, c'était de briser ce mur du silence. Ce projet a été un tournant pour moi. Je me souviens, par exemple, d'une présentatrice télé à qui on avait, en quelque sorte, imposé une chirurgie esthétique à ce stade de sa carrière. Tout a mal tourné. Elle a énormément souffert, a tout perdu. Et elle m'a dit, « Nous serons si nombreuses qu'un jour, nous assombrirons le ciel. » Ensuite, j'ai écrit « The Treatment Trap », qui posait cette question. Et si on recevait trop de soins, trop d'opérations, trop de prescriptions? Je me rappelle d'un homme qui a appelé pendant une émission radio. Il m'a dit qu'il était entré à l'hôpital pour un problème à un œil et qu'il en était ressorti aveugle des deux. Ce sont des histoires comme celle-là qui m'ont profondément marqué et qui m'ont poussé à me consacrer à la sécurité et à la qualité des soins. Concernant le livre dont nous parlons depuis le début d'émission, j'ai commencé ce travail en 2014, un peu par hasard. Je me suis simplement demandé pourquoi ne savons-nous pas que nos médicaments sont fabriqués en Chine? Et ce n'était pas un phénomène récent. Pendant des années, il n'y avait aucune régulation. Comment a-t-on pu délocaliser la production de médicaments d'un pays aux normes, parmi les plus strictes du monde, vers des endroits où il n'y en a quasiment pas? Comment a-t-on laissé faire ça? Ensuite, le Congrès s'est emparé du sujet, des lois ont été votées, et les choses ont commencé à bouger. Je fais tout ce travail bénévolement depuis 11 ans. Personne ne me paie pour ça. Je le fais parce que, quand on voit quelque chose d'aussi grave, on doit en parler. On doit agir. Un jour, quelqu'un m'a dit en plaisantant « Je suis sûre que certains seraient prêts à vous payer pour que vous arrêtiez. » Et j'ai répondu « C'est fort possible. » Tous les bénéfices tirés de mon ouvrage sont reversés à des causes utiles, notamment pour soutenir l'éducation des jeunes filles. Je n'ai aucun intérêt privé en jeu. Je travaille dans l'intérêt public. Cela dit, après la publication du livre, certaines initiatives ont vu le jour pour relancer la fabrication de médicaments ici, aux États-Unis. Un groupe m'a alors invité à rejoindre Kongfashion, le conseil d'administration d'une entreprise engagée dans cette mission, pour la sécurité nationale et la sécurité sanitaire. Et j'ai accepté parce que je pense qu'il faut aussi faire partie de la solution. Que fait cette entreprise? C'est une entreprise dont je siège aujourd'hui au conseil d'administration. Elle fabrique des médicaments génériques essentiels. Lors de mon témoignage devant le Congrès en 2019, j'ai dit clairement qu'on avait besoin de vraies solutions. J'ai recommandé la création d'un partenariat public-privé pour produire ces médicaments vitaux, en s'appuyant sur des technologies de fabrication avancées. Ce n'était pas mon idée à la base. Je lisais des textes sur ces nouvelles méthodes de production, et puis j'ai rencontré des gens qui m'ont dit « Et si on essayait ?» Et j'ai trouvé ça passionnant. C'est comme ça que le projet a vu le jour. C'est incroyable que ça ait pu se concrétiser. Je ne suis pas lobbyiste, je ne passe pas mes journées dans les couloirs du Congrès, et pourtant, on y est arrivé. Mais il nous faut bien plus d'initiatives comme celle-là, partout dans le pays. Il nous faudrait 50 sites capables de produire, chaque jour, des médicaments en lesquels les gens peuvent avoir confiance. Parce que tout repose sur la confiance. Quand quelqu'un est allongé sur un brancard, il met littéralement sa vie entre les mains d'un comprimé ou d'une ampoule. Et ça, c'est vrai chaque jour.
365 jours par an. C'est une question de vie ou de mort. Rosemary Gibson, c'était un véritable plaisir de vous recevoir dans cette émission. Je suis ravie d'y avoir pris part, Yann. Merci infiniment. Merci à vous tous d'avoir suivi cet épisode de American Thought Leaders en compagnie de Rosemary Gibson et moi-même.